Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Céline Picmal-Prade est avec nous, présidente de Picmal Houghton Investments. Bonsoir Céline. Bonsoir Grégoire. À nos côtés également Maxime Darmet, économiste chez Allianz Trade. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Merci d'être là et merci à Hervé Amourda de nous accompagner également. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Vous êtes économiste chez Pro BTP Finance, également membre de BSI Economics. Céline, je commence avec vous. On a deux économistes autour de la table qui vont nous éclairer dans quelques minutes sur les enjeux macroéconomiques, mais vous êtes stock picker, vous êtes sélectionneur de valeurs avec un terrain de jeu mondial. Les actions internationales sont votre terrain de jeu. Vous avez un gros focus en ce moment sur l'Asie dans votre fonds, je crois, Céline, et vous rentrez il y a quelques jours à peine d'une grande conférence investisseurs qui se tenait en Asie, à Hong Kong. J'aime bien ces retours de terrain. Qu'est-ce qui se passe là-bas, Céline ? Et bien, ce qui se passe, c'est qu'on observe, à mon sens, un véritable démarrage d'un marché qui pourrait très bien être un marché haussier pour les actions chinoises. Et j'en entends extrêmement peu parler quand je parle à des investisseurs ou même quand je parle à des clients. Personne ne semble beaucoup s'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui en Asie et plus particulièrement en Chine, alors que vous avez une combinaison de facteurs favorables. Vous avez un marché qui est déjà totalement délaissé, puisque après 10 ans de déception, les investisseurs ont quitté la Chine. C'est un marché qui est à 95% détenu par des locaux maintenant. Vous avez un marché qui est le moins cher du monde. Le marché chinois est le marché le moins onéreux de tous les marchés mondiaux. Vous avez un marché sur lequel vous avez des surprises positives. Et on a eu hier des ventes au détail chinoises qui ont surpris positivement, alors que plus personne ne s'y attendait, avec une progression supérieure à 6% lors du mois de mai. Ce qui veut dire que ce plan de relance, auquel personne ne prête vraiment attention, est peut-être finalement en train de porter ses fruits. Donc on a une combinaison très favorable dans un profond scepticisme. Et parce les bull qu'encore une markets fois, naissent dans ces environnements-là de pessimisme. Dans le pessimisme, le scepticisme, et puis tout au bout viendra l'euphorie. Mais on est extrêmement loin de l'euphorie, parce qu'effectivement, ce qui était très intéressant d'observer quand j'étais à Hong Kong la semaine dernière, c'est que nous étions très peu. J'ai fait très peu d'Européens et d'Américains. J'ai fait de nombreuses conférences au cours des 25 dernières années en Asie, et notamment à Hong Kong, et vous aviez beaucoup d'investisseurs nord-américains, européens qui se rendaient à ces conférences. La dernière conférence, donc c'est une conférence UBS qui a été organisée, vous aviez 3000 investisseurs qui étaient présents, seulement 88 européens et américains, ce qui vous laisse, ce qui vous donne un petit peu un goût de l'appétit aujourd'hui des investisseurs pour ces actions asiatiques et plus particulièrement chinoises. Voilà. Sur la Chine spécifiquement, est-ce que les pouvoirs politiques, mais également est-ce que les entreprises chinoises se mettent en ordre de marche pour être séduisantes, pour attirer justement et même, j'allais dire, générer ce retour des investisseurs étrangers sur un marché essentiellement détenu par les locaux, vous l'avez dit aujourd'hui. C'est-à-dire faire comprendre aux étrangers qui sont partis notamment pour les derniers d'entre eux il y a quelques années, quand on a vu cette reprise en main très politique de certains secteurs d'activité, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé de ce point de vue-là ? Alors on a un élément qui a clairement changé, c'est l'affichage de Xi Jinping avec les entrepreneurs de la technologie. C'était au moment de DeepSeek en janvier. Donc ça, en termes de message, c'est clair que on ne veut plus avoir voir le pouvoir politique s'immiscer dans les affaires privées en Chine. Donc ça, c'est la première fois. On comprend que le parti a aussi besoin du secteur privé, de Jack Ma en l'occurrence, pour cette prospérité commune. Ça reste l'objectif. Tout à fait. Donc c'est quand même quelque chose qui sera, je pense, analysé au cours des prochaines années, mais ça sera peut-être perçu comme étant la bascule sur ce marché. Donc janvier 2025, il s'est quand même passé quelque chose, contrairement au moment où on avait eu l'enfermement, la disparition de Jack Ma il y a quelques années. Donc ça, c'est quand même un grand changement. Et les observations que je retiens, c'est que vous avez surtout des entreprises qui se sont mis en ordre de bataille pour conquérir la première place sur tout un ensemble de métiers. On a beaucoup parlé de la voiture, de l'automobile, on a parlé du rouleau compresseur BYD, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière un rouleau compresseur comme BYD, vous avez un écosystème. C'est-à-dire que vous avez un leadership aujourd'hui qui est en train d'être pris dans l'intelligence artificielle par DeepSeek, qui avance très très vite
au même rythme qu'OpenAI. Donc on a beaucoup entendu parler d'OpenAI, on entend beaucoup moins parler de ce qui se passe avec DeepSeek, mais c'est majeur pour le leadership chinois. J'ai entendu aussi qu'ils étaient en train de rattraper leur retard sur les semi-conducteurs. Donc d'ici 2030, pour eux, c'est clair qu'on sera au même niveau sur des puces chinoises que des puces américaines. Donc c'est 2030, c'est demain. Donc voilà, donc on est d'un point de vue technologique en train de rattraper ce retard. Donc on a un écosystème technologique qui est fascinant. Je rajoute la biotech aussi. On m'a parlé de la biotech chinoise et des boîtes américaines, occidentales qui vont chercher de la R&D chinoise dans le domaine de la santé également à travers des partenariats. Tout à fait, parce que ce leadership technologique, il vient d'un investissement majeur, massif. Depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2012, vous avez eu des investissements de R&D massifs pour aller chercher cette indépendance. Parce que Xi Jinping avait une obsession, c'était l'indépendance technologique, dont on ne s'est pas tellement soucié en Europe malheureusement, mais on s'en est soucié en Chine, et donc on a investi. Le budget R&D en Chine, il est maintenant équivalent au budget d'investissement des États-Unis. Donc on est sur des chiffres qui sont monumentaux. Et troisième facteur, le nombre d'ingénieurs. On a chaque année 3,2 millions d'ingénieurs qui sont formés en Chine. C'est un tsunami d'ingénieurs. Donc ça veut dire que, quand je parle par exemple à une société comme Tencent sur les jeux vidéo, vous allez développer en Chine un jeu vidéo en 6 mois, vous allez le développer au Japon ou aux États-Unis en années. 4 ans, 5 ans. Donc c'est un rouleau compresseur qui vient d'un avantage compétitif, qui vient de la technologie, qui vient de l'investissement dans les ingénieurs, qui vient du fait que vous avez aussi un effet taille. On n'a pas conscience, jusqu'à ce qu'on aille, je pense en Chine, du fait que vous avez des villes dont on ne connaît pas le nom, dans lesquelles vous avez 14, 16 millions... Des villes de rang 2, de rang 3, qui sont plus grandes que toutes les villes européennes réunies. Et dans lequel, par exemple, j'entendais parler Baidu. Baidu fait des tests grandeur nature dans des villes où vous avez 14 millions d'habitants de robotaxis. Voilà. Vous évoquiez DeepSeek tout à l'heure. Je lisais aussi il y a quelques semaines ou quelques mois la vitesse à laquelle, alors avec l'appui du pouvoir politique, mais la vitesse à laquelle on avait déployé les solutions de DeepSeek dans toutes les infrastructures publiques, parapubliques, les hôpitaux, les écoles. DeepSeek a mis, ses outils et ses solutions au service de la prospérité commune. Et c'est une économie très protectionniste aussi. Hein. Il faut bien comprendre aussi. Donc c'est juste qu'il se passe quelque chose de très intéressant auquel j'ai l'impression qu'on ne prête pas tellement attention. Pas suffisamment, intéressant. Et quand je vois le décalage entre notre technologie, même la technologie américaine et la technologie que je vois là-bas, je me dis qu'il se passe quelque chose d'intéressant et que je ne pense pas que les investisseurs s'y intéressent suffisamment. Mais le message est bien passé, je crois. Et c'est quoi, 40-45% de votre fonds qui investit sur des valeurs asiatiques aujourd'hui? 35% sur la Chine et 45% plus largement sur les... Une gestion de conviction, conviction très très forte. Un mot encore pour passer la parole aux économistes. D'ailleurs, les droits de douane, la guerre commerciale, dans une conférence comme celle à laquelle vous avez assisté à Hong Kong, c'est un sujet, on en parle, ça les inquiète Quelque part, c'est le pays, à mon sens, qui était le plus préparé. D'accord. Voilà. Il s'était dit depuis le Trump 1 qu'il fallait qu'il soit autonome, qu'il fallait qu'il soit indépendant. Aujourd'hui, ils sont quasiment prêts à être autonomes. Et en termes d'exportation, ils ont largement réduit leur dépendance par rapport aux États-Unis. Et ils se sont focalisés sur les autres pays asiatiques. Il ne faut pas oublier qu'à horizon 2030, c'est plus de 60% de la consommation de la classe moyenne mondiale qui se fera en Asie. Donc c'est un bassin de chalandise qui est très fort pour ces sociétés chinoises. Comment on peut, messieurs les économistes, éclairer le propos de Céline, qui est donc dans l'investissement action, en évoquant la sphère émergente, la partie asiatique notamment, cette résilience macroéconomique, elle est solide, il y a quelque chose qui a changé dans la sphère émergente par rapport à il y a 10-15 ans où on parlait de pays fragiles, de choc des monnaies, etc. Là, on est quand même... tous sous la pression d'un Donald Trump plus remonté que jamais. Qu'est-ce qu'on peut attendre justement des économies émergentes? Je sais que le sujet est vaste dans ce contexte, Hervé. J'allais commencer par répondre par là. Effectivement, le petit caveat habituel. Merci de l'avoir précisé, mais effectivement, on ne peut pas réunir tous les pays émergents en un. Ce qui a changé, c'est que d'abord, ils sont moins dépendants sur la dette ou sur l'endettement en dollars. Et avec tout ce que l'on voit sur les mouvements du dollar actuellement, c'est plutôt une bonne chose et c'est ce qui les immunise. Le deuxième élément, et on l'a vu, on l'a vécu avec 2022 sur la crise de l'inflation, ils n'ont pas subi la hausse des taux de la Fed, ils l'ont accompagnée parce qu'ils avaient les marges de manœuvre, parce qu'ils avaient justement suffisamment déleveragé en amont, ils avaient fait leur travail et donc globalement, encore une fois je parle sur la globalité des pays émergents, ça s'est plutôt bien passé.
L'autre élément, c'est le commerce international. Il a fondamentalement changé de visage. Aujourd'hui, on parlait de l'Asie, les pays asiatiques commercent entre eux. D'abord, et j'irais à plus de 80%, c'est d'abord entre eux. Donc quand on parle de devises ou de dépréciation du dollar qui pourrait avoir un impact sur les devises émergentes, en fait, c'est vraiment la monnaie chinoise qui compte. Et celle-ci, elle est... Alors, je n'ai pas le droit d'utiliser... Voilà. Oui, moi je peux le dire. N'inquiétez pas. Elle est contrôlée, maîtrisée, voilà, pilotée. C'est politiquement correct. Ouais. Mais effectivement, voilà, on le sait. Oui. Et en plus, elle est plus ou moins payée sur les devises asiatiques des pays alentours. Donc ça, ce sont des grands changements. Après, effectivement, sur la guerre commerciale, alors non seulement ils étaient préparés bien avant nous, mais eux, la guerre commerciale, ils font front avec la plupart des pays développés. Avant Donald Trump, la guerre commerciale, elle était avec l'Europe sur les voitures électriques. On avait même mis en place des droits de douane. Alors, pas avec le même effet d'annonce que Donald Trump et avec, j'irai un peu plus de détails sur les constructeurs et pour essayer d'avoir quelque chose de proportionné. La recherche de débouchés à l'extérieur de leur zone, c'est quelque chose qui est naturellement plus difficile pour eux que l'inverse. Absolument, absolument. Et ils ont énormément investi. Je pense que c'est peut-être le dernier point majeur là-dessus, notamment en Europe. On sait qu'il y a cet effort d'influence et d'investissement d'influence que l'on peut avoir en Afrique, mais en Europe c'est aussi vrai. Si vous regardez le commerce qui passe par la Grèce, aujourd'hui tous les ports grecs en fait ne sont plus grecs. Et donc tout ça c'est un sujet et c'est ce qui explique aussi que ça fonctionne ou que ça pourrait fonctionner et que c'est assez prometteur. Et bien sûr, mais ça on en a beaucoup parlé, le dernier plan de relance il est beaucoup plus convaincant que les précédents puisqu'il s'attaque cette fois-ci aux consommateurs. Ouais. Il aide le consommateur. Il y a besoin d'en remettre d'ailleurs du point de vue du stimulus économique. De préciser. D'accord. On a besoin de plus de précision. Là, on a eu des grandes annonces, on a des cibles qui sont fortes dans un contexte de guerre commerciale. Maintenir une cible de croissance à 5%, avoir un déficit budgétaire aussi élevé, quelque part, ce sont des annonces qui sont sérieuses, qui sont substantielles. Mais on a besoin d'avoir un peu plus de détails sur comment cet argent va transiter. Et très souvent en Chine, ce qui a bloqué, c'est justement la tuyauterie. Voilà. C'est les intentions du gouvernement et derrière, qu'est-ce qui se passe véritablement sur le terrain. Ouais. Vous confirmez, Allianz Trade, c'est ex-Euler Hermès, comme on l'appelait à l'époque, c'est l'assureur de crédit, groupe Allianz, bien sûr, oui, tout est dans le nom, Maxime. Mais vous confirmez, vous avez accès à des données hyper fines, j'imagine, sur le commerce mondial, les échanges. Vous confirmez cette création d'une zone de commerce sud-sud, comme on dit aujourd'hui, et que c'est une source de résilience pour l'ensemble de ces économies? Oui, clairement, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qu'ont dit mes confrères. C'est-à-dire que oui, la zone asiatique, clairement, est une zone de résilience très nette. Ce que je peux vous dire, ça va étonner personne, c'est que les flux de commerce Chine-États-Unis s'effondrent. Hein. Par contre, on le voit dans les ports de Los Angeles. Ça passe Mexique. Il faut regarder les pays tiers aussi. Vous avez raison de le préciser. Pays tiers. Il y a le commerce direct, donc Chine-États-Unis qui s'effondre. Ouais. On le voit très clairement dans les données, dans les ports californiens notamment. Mais vous avez une partie de ce qu'on appelle le rerouting, donc c'est-à-dire, vous le dites très bien, on connaît, c'est établi depuis la première guerre commerciale. On estime environ, grosso modo, la moitié du commerce, des pertes du commerce extérieur chinois direct sont compensés par le commerce indirect. D'accord. Donc qui passe par ces pays. Mais il y a quand même une partie qui disparaît alors. À peu près la moitié. D'accord. À peu près la moitié, mais l'autre moitié qui passe quand même par le Mexique, le Vietnam, l'Indonésie, quelques pays européens également. Et ça, donc c'est un amortisseur, clairement, pour le cycle chinois. Et ça, c'est des routes qui restent ouvertes ou est-ce qu'il y a un risque que l'administration Trump cherche à patcher justement ce qu'elle peut considérer comme étant des trous dans la raquette? Très bonne remarque. L'administration Trump est très au courant, au fait, de ça. J'ai pas de doute. L'administration Biden, il l'était également, hein, tout le monde le sait. On le sait depuis 2017, c'est un phénomène bien établi maintenant. Je pense que ça pourrait être une nouvelle zone de tension dans les politiques menées par l'administration Trump. Donc, ce sera affaire à suivre. Sur le commercial, je pense, on va de moins en moins parler de tarifs, de plus en plus de barrières non tarifaires et de pression des États-Unis sur leurs partenaires commerciaux hors Chine pour accroître la surveillance des biens importés, les règles d'origine. Vous savez, il y a des règles d'origine dans les règles du commerce international OMC. Et donc, je pense, c'est peut-être dans les négociations actuelles, hein, on n'a pas les détails, ils doivent sûrement demander aux Vietnamiens, aux Indonésiens, aux Mexicains et aux autres, maintenant, je veux que vous regardiez la provenance de vos produits avant qu'ils arrivent aux États-Unis. Et ça pourrait être un point de tension. On pourrait même voir
on commence à le voir déjà, des droits de douane sur les produits chinois dans ces petits pays. Ouais, Ils ont un sûr. petit peu peur de le faire. Bien sûr. Ils y vont. L'Indonésie avait mis des barrières tarifaires, Le Mexique l'a fait. à 100%, je crois, sur les certains produits produits chinois Ouais. importés. bien sûr. Le Mexique Ah l'a ouais. fait sur Ah certains produits. Donc ça commence, cette guerre commerciale, elle Ça, s'étend c'est un des petit gages peu. donnés effectivement à l'administration comme américaine. celle de Donald Trump. La vérité, c'est que, certes, on peut constater une certaine résilience de l'économie chinoise, mais la fracture entre les deux superpuissances américaines et chinoises va aller en s'accentuant. Voilà. Ouais, j'entends. La rivalité s'accentue. Il y a très peu de détails sur le deal qui était sorti à Londres, c'était il y a 1 ou 2 semaines, je crois. Ouais. Finalement, le président Si ce n'est Trump... qu'on leur a demandé visiblement là aussi de faire attention à leur chaîne de valeur et d'expurger éventuellement ces chaînes de valeur des produits Exactement. chinois. Un Ça a peu trop duré présents. le deal est fait pour durer 6 mois. Donc Oui, c'est oui. pour vous dire Oui, oui. l'abysse qu'il y a entre les intérêts de la superpuissance chinoise et la superpuissance américaine. Donc dans les prochains mois, on va revenir sur la table des négociations, puisque rien n'est réglé finalement. Non, non. Et notamment, j'insiste là-dessus, les barrières non tarifaires, on parle beaucoup des terres rares, 10 milliards, le commerce des terres rares, c'est 10 milliards, c'est tout petit, c'est microscopique, mais par contre, donc c'est 0,1% du commerce mondial, donc c'est tout petit. Par contre, si vous commencez à perturber ces flux de commerce, comme la Chine le fait très bien, c'est une arme de leverage, ça peut avoir des impacts hyper importants en cascade sur toutes les industries, downstream, auto, défense, haute technologie, semi-conducteurs, et j'en passe et des meilleurs. Ah ouais, bien sûr. Dans cet écosystème asiatique, alors il y a la Chine très importante dans votre portefeuille, mais il y a aussi d'autres acteurs, des entreprises qui sont branchées sur cet écosystème chinois dans d'autres pays, Céline? Oui, et surtout, par rapport à ce que vous disiez à l'instant, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de bouger. On parlait de la consommation chinoise tout à l'heure, mais on avait un pays qui était très dépendant effectivement de l'exportation. Donc c'était assez simple. Voilà, quand on faisait un accord avec la Chine, on était focalisé sur les exportations. C'était un pays qui allait nous vendre ses produits. Ouais. Demain, en termes de négociation, si vous vous retrouvez avec un pays d'1 milliard de consommateurs, quand vous êtes l'État français ou l'État américain, votre approche est plus complexe. Parce que les entreprises américaines ou les entreprises européennes vont vouloir vendre leurs produits. Parce qu'en 2030, le premier pays en termes de nombre de consommateurs, c'est la Chine. Donc là, l'écosystème devient plus complexe, l'équation devient plus difficile à gérer et on a un intérêt qui est peut-être plus partagé à trouver un terrain d'entente. Voilà. Et si on ajoute à cela le fait qu'ils ont réfléchi à des positions assez tranchées sur des dossiers comme les terres rares, sur lesquels ils ont un clair avantage aujourd'hui, on n'est pas exactement dans les mêmes fauteuils que ceux dans lesquels on était il y a 10 ans. Ah ouais, j'entends. Voilà. Donc c'est ça. Le secteur des vins et spiritueux, par exemple, là, on parle beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis, voilà. Mais là, il y a des marchés critiques aussi. Peut-être que dire, tiens, c'est pas grave, on va mettre des barrières douanières parce qu'en Europe, on va rien acheter en Chine. Ça va peut-être pas être si simple que ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont dire non, mais on aimerait bien quand même vendre nos produits au plus gros marché mondial en termes de consommation. Donc c'est ça, je pense, qui va faire réfléchir. Et en parlant de consommation, ce que j'ai trouvé aussi fascinant, c'est que on a eu pendant longtemps Volkswagen, Porsche, etc., qui vendaient leurs voitures. Aujourd'hui, on a vu qu'on a eu un retournement avec la part de marché des Chinois qui a augmenté en Chine. Le marché chinois, encore une fois, c'est un marché très profond. Donc, on le disait, c'est un marché ultra concurrentiel. Le gouvernement, parce qu'on a tendance ici à penser que c'est un marché dirigé, ils ont laissé 100 entreprises automobiles émerger. Ils se sont entretués. C'était un carnage. Vous n'en avez que 2 qui ont survécu à ce carnage et qui sont profitables. Le reste n'est pas profitable. Je ne pense pas qu'on ait laissé faire ce genre de choses en Donc, à terme, il ne restera pas 200 constructeurs automobiles, c'est pas le but. Ah il en reste plus quasiment que 2 ou 3. Et ils ont fait la même approche dans d'autres domaines, et notamment des domaines qui nous intéressent plus en Europe, qui sont les domaines comme la cosmétique ou le luxe, où vous avez eu aussi des locaux qui ont émergé. Et si vous regardez les chiffres, on voit aussi une prise de marché des locaux en Chine. Donc c'est très compliqué, on est dans un écosystème nouveau, mais en tous les cas, il y a des dynamiques très différentes de celles à laquelle on était habitué depuis 15 ou 20 ans.
À propos de consommation, Hervé, qu'est-ce qu'on peut dire du chiffre du jour, alors qui reflète en partie notamment la consommation américaine au mois de mai, moins 0,9%. Le chiffre d'avril était révisé en baisse également à moins 0,1%. Alors le chiffre du mois précédent encore, mars, avait été un chiffre très très puissant. Donc il y a ce jeu d'anticipation. Là aussi, le consommateur américain en l'occurrence est j'allais dire intelligent. Il sait ce qui se passe et il sait arbitrer en fonction de ce qui se passe et en fonction des tweets, en l'occurrence de leur président. Ma question étant, est-ce qu'on a quand même toujours cette idée d'un grand ralentissement de l'économie américaine qui doit d'ailleurs faire ralentir l'ensemble de la croissance mondiale? Est-ce que ça reste quelque chose qui est un scénario central pour la suite de cette année? Pour moi, non. Pour moi, non. Alors d'abord, si on commence par le chiffre d'aujourd'hui, effectivement, le chiffre des retail sales à moins 0,9, il fait peur. Hein, Pauline l'a rappelé tout à l'heure. C'est un chiffre historique. Quand on regarde dans le détail, quand on enlève l'auto, quand on enlève le gaz et quand on enlève les services alimentaires, en fait, c'est un chiffre positif à plus 0,4. Ce qui est important, alors c'est vrai qu'on a l'impression que je trie et que je choisis. Oui, qu'on enlève tout ce qui pèse, voilà, ce qui ne me va pas. Sauf qu'en fait, ce sous-indice-là, c'est ce qu'on appelle le groupe de contrôle, et c'est le groupe de contrôle qui rentre dans le PIB. Oui. Donc voilà pourquoi on s'intéresse à ce chiffre-là. Sur l'auto, en fait, on arrive à l'expliquer, et vous l'avez dit, c'est l'anticipation des droits de douane du mois de mars. Donc on a une très forte progression de la consommation dès le T4 déjà, et puis ensuite ça s'est poursuivi jusqu'au mois de mars. Avec l'annonce des droits de douane en avril, ça a un petit peu plomber l'élan qu'il y avait eu. Mais pour moi, c'est juste un juste retour finalement à la normale. Donc on va passer par des mois de contraction parce qu'on compare avec des mois très, très forts. Ce sera pareil aussi sur d'autres éléments, notamment côté exportation, côté balance commerciale. Hein. Il faut s'attendre à beaucoup de volatilité macro. Hein. Voilà, de la volatilité. Sur des points, alors sur le secteur des exportations, c'est vrai qu'on a déjà été habitué à ça, mais sur la consommation, on est rarement sujet à de la volatilité. Donc c'est ça la nouveauté. L'autre élément aussi, c'est la baisse de la confiance des ménages. Et c'est vrai que ça pourrait finalement nous pousser à avoir un scénario plutôt pessimiste sur l'économie américaine-US, parce que si la consommation n'est pas là, alors que l'économie américaine dépend à plus de 70% du consommateur américain, alors effectivement, il nous manque quelque chose dans l'équation. Sauf que sur la confiance des ménages, on se rend compte que habituellement, ça fonctionne bien parce que c'est corrélé au taux de chômage. Cette fois-ci, la corrélation, elle est cassée parce que le taux de chômage va très bien. Et donc, la confiance des ménages baisse sur du risque politique. Ce risque politique, là, c'est le scénario de chacun. Moi, j'estime qu'on a vu le plus grave dans les annonces avec le 2 avril. Avec ce que l'on a entendu sur la cour... Non, sur la cour du commerce. Oui, bien sûr. Oui. Donc la mesure. Alors, bien sûr, il y a un appel et aujourd'hui. Oui, les tarifs peuvent être maintenus pour l'instant. Pour l'instant, ils sont maintenus. Oui. Mais il y a une base légale et une base juridique très faible. Hein. C'est ça. Oui, effectivement. C'est vrai que Donald Trump, dans la foulée, s'était exprimé en disant on passera outre, ça ne nous concerne pas et on arrivera à imposer nos droits de douane. 3 jours après, il met des droits de douane sur l'aluminium et l'acier à 50%. Là, c'est une section totalement différente, ce qui est la section 232, où il est dans son plein droit. Et ensuite, sur l'Union européenne, il passe à 50%, alors qu'il menace la durée de jours, etc. Là aussi, il était dans son plein droit. Donc, quelque part, cette réflexion-là, elle a mûri aussi, et on se rend compte qu'il n'a plus rien annoncé en dehors de ce qu'il était vraiment en capacité de faire lui-même. Pour moi, juridiquement. Donc il y a eu effectivement dans les stops que le marché a pu mettre à Donald Trump, il y a aussi un encadrement juridique, légal, qui s'est mis en place autour de ses décisions et de sa capacité à prendre des décisions en tant que président. C'est ça. Et c'est ce qui nous permet d'encadrer quelque part cette guerre commerciale aussi. Bon. Mais alors, c'est pas dit, partant de là, qu'on voit des enquêtes de confiance remonter à un moment. Alors, un petit peu. Ça commence déjà. Le Michigan, le Conference Board. Dans les entreprises aussi. Hein. Absolument. Et donc, finissez, Hervé, je passe la parole juste après, Maxime, vous avez raison. Non, mais votre point étant que ce grand ralentissement américain, il sera pas aussi fort que ce qu'on imagine ou que ce que des instituts de prévision peuvent imaginer aujourd'hui. Alors, il y aura ralentissement, mais pour moi, on va rester proche de la croissance potentielle qui est quand même élevée. On a connu une super croissance américaine ces 2 dernières années. Les revenus ont été très élevés. L'épargne a été abondante. Elle n'est pas totalement utilisée. Alors, je sais que on a l'impression qu'on va chercher dans des poches quelque part des années précédentes pour trouver des arguments. Mais il en reste quelque part dans cette épargne abondante. Les revenus ne baissent pas. Les revenus réels, eux, augmentent avec la baisse de l'inflation.
Donc c'est quand même compliqué dans ce contexte-là d'imaginer une fin de cycle, en un ralentissement fort. Le seul bémol, et là aussi je suis peut-être à contre-courant de ce que l'on entend, c'est sur le marché de l'emploi. Il reste robuste sur les derniers chiffres, on a vu le rapport des payroll vendredi dernier, mais en réalité, quand on regarde un petit peu dans le détail, il a perdu de sa superbe par rapport à 2022-2023. Le taux de départ volontaire, qui est un indicateur fort de la fébrilité des employés à quitter leur travail, celui-ci, il est relativement faible aujourd'hui. Il y a une confiance dans le marché du travail qui est quand même moins forte que précédemment. C'est ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a un choc de demande qui vient des tarifs, qui vient de la géopolitique, qui vient de peu importe... Ça peut très vite se retrouver dans le chômage. On aura un impact sur le chômage, ce que l'on n'a pas eu du coup en 2022, puisqu'on a eu un choc de demande très fort, mais qui ne s'est pas retrouvé parce que le marché de l'emploi était plus que robuste. Et c'est une variable qui pourrait faire bouger la Fed. Ça, oui. Pour conclure là-dessus, vos commentaires, parce que c'est une économie que vous suivez de près aussi, Maxime, l'économie américaine, sur l'idée de ce ralentissement, et puis évoquons aussi la position de la Fed aujourd'hui, donc statu quo attendu évidemment pour cette réunion, ce meeting. Comment est-ce que vous voyez la Fed sortir de ce statu quo et pour quelles raisons? Alors il y a deux choses. Je suis d'accord avec ce que dit Hervé globalement sur la résilience de l'économie américaine, c'est indéniable. Les enquêtes remontent, consommateurs, entreprises, intentions d'investissement, c'est très clair dans les enquêtes des Fed régionales. Donc le pire est passé, manifestement. On a digéré les annonces tarifaires du président Trump. L'économie américaine s'est révélée beaucoup plus solide que prévu, notamment en raison des bilans des entreprises et de l'agilité des entreprises face aux hausses de tarifs. Elles se sont préparées dès l'élection de 2024. Donc ça, c'était un facteur qui a été peut-être sous-estimé, je dirais. C'est le premier point. Deuxième point, en revanche, je suis un peu moins optimiste sur la seconde partie de l'année. Je ne prévois pas de récession, loin de là, mais je m'attends à un ralentissement assez net. Donc vraiment sous le potentiel. Sous le potentiel, 1,5% de croissance annualisée. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on n'a pas encore vu la vague d'inflation. Donc tant que l'inflation n'est pas là... On la verra. Je ne sais pas. Vous me retirez les mots de la bouche. La question. Vous me retirez les mots de la bouche, mais on oublie pourquoi jusqu'à présent l'économie américaine a été résiliente, les bilans solides, etc. très bien, le marché du travail très bien, mais la vague d'inflation n'est pas passée. Donc il n'y a pas de raison a priori pour que l'économie américaine n'a pas encore subi un gros choc en fait inflationniste. Alors ce qui me fait venir à ce point de l'inflation, je vois beaucoup de gens qui en débattent un peu de partout, ça va venir, ça va pas venir, donc c'est un peu le gros mystère du moment. Pour l'instant, on n'a rien vu. Comment? Pour l'instant, on n'a rien vu. On voit quasiment rien. Il faut vraiment aller dans le détail sectoriel, les jouets, ou un petit peu, on voit des choses là. Mais globalement, quand vous prenez l'indice des biens, qui est le premier item sur lequel vous verrez l'impact des tarifs, bien évidemment, puisque les biens sont en partie importés, bien que l'économie américaine est beaucoup moins ouverte que beaucoup d'économies, notamment en Europe. Faut pas l'oublier non plus. Néanmoins, je crois que l'inflation va arriver. Donc il ne faut pas se méprendre sur la transmission des tarifs à l'économie réelle. Je vois beaucoup de gens impatients. Ça met du temps. À court terme, il y a les enquêtes entreprises, les PMI, vous le montrent très bien, suggèrent que les entreprises prennent dans leur marge. Il y a de l'incertitude, les tarifs ont augmenté, ils ont rebaissé, le président Trump a été très volatile, il a même désigné du doigt les entreprises qui sont les premières à augmenter les tarifs. Donc je pense qu'il y a un effet de « ok, on prend dans nos marges ». On regarde ce qui va se passer, et quand the dust settles, excusez mon mauvais anglais, là on va augmenter les prix. D'accord. Donc c'est très visible dans les enquêtes PMI. Donc je pense, pour terminer sur ce point, qu'il y a une vraie stratégie des entreprises quand même d'amortir à court terme, mais à moyen terme Mais au final, on va essayer de tout faire passer quand même aux consommateurs. Alors dans les prix d'import américains ou les prix d'export des exportateurs vers les États-Unis, il n'y a aucun signal qui montre que les exportateurs ont baissé leur prix pour amortir les tarifs. Donc, tout ça pour dire, j'en arrive à ma conclusion de tout ça, après ce long développement, que l'inflation, je pense, va augmenter, 3, 3,5%, peut-être 4%, pas plus. Ça ne sera pas le choc de la post-Covid, mais elle va arriver d'ici la fin de l'année. Et ça va peser sur le pouvoir d'achat, le moral des ménages, la consommation, il n'y a rien de plus que les ménages détestent que l'inflation. D'accord. Donc c'est pour ça que sur la deuxième partie de l'année, sans être du tout catastrophiste, je maintiens les bons fondamentaux de l'économie américaine, et sur le côté bilan entreprise-ménage, et sur le côté offre. Néanmoins, je pense que la vague d'inflation va quand même accélérer le ralentissement deuxième semestre 25, premier semestre 26. Et donc la Fed a raison de rester pour l'instant en pause, avec le discours de dire
attendons de voir ce qui va réellement se passer. Vous savez, dans ces conditions d'incertitude... Là, avec des chiffres d'inflation comme on a eu et des taux qui sont à quoi, 4,25, 4,50 encore pour le directeur de la Fed, tout à fait, ouais. Dans un monde normal, enfin sans tarif, on pourrait très bien se dire que la Fed puisse dans un monde où la Fed serait certaine que les hausses de prix ne viendraient pas. Et j'ai tenté de vous expliquer pourquoi. Que c'est pas certain. Et je pense que les membres du FOMC sont plutôt d'accord avec moi quand je les entends. Je suis plutôt d'accord avec eux. Pour être plus humble. C'est ça. Salut Maxime. Je suis plutôt d'accord avec eux. Je comprends. Donc dans ce contexte d'incertitude, la meilleure chose qu'une banque centrale peut faire, c'est de rien faire. Ouais. Donc effectivement, pour terminer là-dessus, à mon avis, on ne verra pas de baisse de taux avant décembre. Du point de vue du marché, passer la vague d'inflation. Ouais, je comprends. Ouais. Du point de vue du marché américain, qui a aussi beaucoup rebondi. Hein. Le S&P est à moins de 2% de ses records historiques. Le Nasdaq est revenu aussi très fort, avec toujours les mêmes leaders. Hein. Les Mag 7 ont connu un rebond important, notamment à l'issue de la période de publication de résultats. Ça reste un marché fragile aujourd'hui, inconfortable. Alors, malgré tout, Céline. il faut quand même, quand on prend du recul sur ce que le marché action depuis le début de l'année 2025, on a en euros, parce qu'il faut quand même regarder, il faut comparer des choses comparables. Hein. On a un marché américain qui est plutôt à moins 7, moins 8. Ouais. On a les 7 magnifiques qui sont à moins 10, moins 12. Ouais. Et de l'autre côté, on a l'Europe qui doit être à plus 5, plus 6. La Chine à plus 8 et le Brésil à plus 12. Ouais. Donc on a quand même quelque chose qui se passe cette année, qui est très très différent du disque rayé qu'on a pu écouter pendant les 15 dernières années. Donc là, c'est quand même différent. Et une grosse partie liée au change. Hein. Le dollar, l'indice dollar, c'est moins 10% depuis le début de l'année. Hein, donc, Mais c'est quand même fascinant d'observer ce décalage entre la performance des deux marchés. Après, néanmoins, comme vous l'avez souligné à l'instant, on a malgré tout des investisseurs qui restent monomaniaques sur ce marché américain. C'est quand même, j'étais moi-même surprise. Des particuliers beaucoup, c'est-à-dire que si vous regardez les flux d'investissement sur le marché américain en 2025, l'année n'est pas finie, hein, on est déjà à la 2e année record en termes de flux sur les actions américaines depuis 2008. C'est fascinant. Le retail achète voilà. tout. Donc vraiment, je pensais pas que c'était possible. Hein. Donc vous avez un marché qui est pas le meilleur du monde, mais c'est quand même la deuxième plus grosse vague d'achat. Donc on reste avec un investisseur monomaniaque dessus. Alors que, comme on l'évoquait à l'instant, on a quand même des incertitudes. Donc on avance, mais on ne sait pas exactement où on va. En termes de croissance des bénéfices d'entreprise, je pense qu'on navigue totalement à vue. Donc on ne sait pas comment est-ce que ça va finir. Mais en tous les cas, c'est du jeu. Et de l'autre côté, en termes de valorisation, la prime de risque sur le marché action américain est maintenant au même niveau que celui qu'on avait en 2000. Donc on est revenu à la case départ qu'on avait il y a quelques mois avant la chute des marchés. Donc ça vous dit ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on reste dans un contexte qui est, à mon sens, extrêmement défavorable aux investisseurs. Si vous voulez investir aujourd'hui sur un marché action, moi j'ai un conseil à vous donner, évitez à tout prix le marché américain, mais ça n'empêche pas qu'il y ait beaucoup de choses très intéressantes à faire dans le monde des actions, en dehors des États-Unis. Ah oui, en dehors des États-Unis, oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Un mot de l'Europe aussi également, et je voulais qu'on dise peut-être précisément un mot de l'Allemagne. Alors là aussi, c'est l'enquête du jour, le zoo, le moral des analystes financiers. Alors le DAX étant au sommet, les analystes financiers ont plutôt le moral, mais au-delà de ça, il y a quand même des signaux qui tendent à confirmer qu'il se passe un truc en Allemagne, qu'il y a quand même le début d'une reprise qui pointe son nez. Hervé, ou est-ce que je me trompe ? Alors je peux me tromper, hein. Non, j'ai le droit de le dire. Non, mais ça dépend de ce qu'on regarde, effectivement. Mais c'est vrai que les PMI les plus décevants, ce sont les PMI allemands. Quand on met de côté la France, mais la France, on l'a toujours mis de côté, pas uniquement dans cette période. C'est un indice qui est très politisé. Sur l'Allemagne, pour le coup, on est vraiment sur une tendance qui est assez négative, notamment dans les services. Et les services en zone euro, c'est super important. Hein. On parle beaucoup des biens parce que voilà, il y a les droits de douane, c'est un secteur non abrité qui fait le commerce extérieur, etc. Mais les services, c'est la part du lion dans l'économie allemande. Pour autant, on n'est pas si inquiet sur l'Allemagne. Alors c'est vrai que l'annonce a eu lieu très tôt. Mais ce fameux plan de Merz qui est en train de passer finalement... Le budget arrive là, chaque fin étape. juin. Hein. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Effectivement, les impacts, je dirais, matériels sur l'économie allemande mettront du temps à se manifester. Il faudra attendre octobre, la validation et probablement, la présentation du budget à la Commission européenne et ensuite la validation dans le Parlement
d'ici la fin de l'année. Mais pour 2026, on a de bonnes raisons, en tout cas, d'espérer un retour de l'économie allemande et de l'industrie allemande, surtout, parce que c'est ça qui posait problème initialement. Donc ça, oui. Par contre, est-ce que le tournant a été fait aujourd'hui? Moi, je suis encore dubitatif. J'attends d'autres indicateurs. Mais voilà, on sait que le sens de l'histoire est là. Maintenant, à quel moment est-ce qu'on attrape le wagon? Pour moi, on n'y est pas encore, mais peut-être qu'effectivement, on s'en encore des preuves, il faut encore démontrer effectivement cette capacité de l'Allemagne à bien piloter ses efforts d'investissement et de relance, notamment. Le risque d'exécution, j'imagine, sera un risque à surveiller. On a évoqué la Fed. Du point de vue de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, alors qui a déjà passé sa réunion, nous a dit que la BCE arrivait au bout d'un cycle. Qu'est-ce que ça veut dire et c'est quoi les prochaines batailles? Enfin, qu'est-ce qui va définir désormais les mouvements de taux de la Banque Centrale Européenne si on a conclu ou quasi conclu un cycle de baisse de taux là aujourd'hui? Alors, la fin du cycle correspond au combat sur l'inflation. Donc là-dessus, effectivement, on est à la cible sur les prévisions. Vraiment, il y a très peu d'ombre, en tout cas, sur ce tableau-là. Maintenant, sur les prochaines étapes, elle nous parle beaucoup de la guerre commerciale. Dans le scénario qui est présenté par la BCE, c'est un scénario qui est très conservateur, malgré tout. Donc, on part vraiment du statu quo et le staff de la BCE estime que le statu quo actuel va perdurer. Ce qui est peu probable, alors dans un sens comme dans l'autre, mais en tout cas c'est peu probable qu'on reste sur ce statu quo. Moi, ce qui m'avait étonné sur la dernière conférence, c'est qu'elle a mentionné le niveau de l'euro-dollar et le niveau du prix du pétrole. Bien sûr. Le prix du pétrole depuis, il s'est passé quelque chose. Il a pris 10 $. Et sur l'euro-dollar, on continue d'avoir une appréciation de l'euro, ce qui est plutôt positif pour la baisse de l'inflation. Mais attention, parce que pour la compétitivité des entreprises, et aujourd'hui c'est un peu le credo de Christine Lagarde, de jouer sur l'euro, un euro fort, d'investir justement sur les entreprises, sur la compétitivité, ça c'est pas très bon. Donc c'est déjà des niveaux qui dérangent là, alors, 15, pas encore, mais la tendance, pour le coup, elle est quand même à surveiller. Alors c'est vrai qu'il y a un effet niveau, vous avez raison de le souligner, sur le taux de change. Surtout, c'est ça. Voilà, il y a à la fois le momentum, donc la variation, et ensuite il y a des effets de niveau, parce qu'on sait qu'il y a des nouveaux entrants qui n'étaient pas sur le commerce international et qui, sur certains niveaux psychologiques, peuvent considérer finalement exporter sur d'autres marchés. Donc c'est vrai aussi. On peut avoir, ce ne sera pas linéaire, mais voilà, pour l'instant, je pense que la prochaine étape, elle est très loin. Je rappelle juste une chose, c'est que c'est vrai qu'elle a arrêté son cycle de baisse de taux. Si elle ne fait rien, avec le quantitative tightening qui court, elle a une politique qui est de plus en plus restrictive. On resserre. C'est ça. Bien sûr. Et donc là, je pense que pour l'été, on a un groupe de travail qui est attendu. Sur le bilan, sur la politique de bilan. Exactement. D'accord. À quel endroit on s'arrête et on atterrit. Et ça, ce sera assez important. Ça fait moins les gros titres, mais c'est quelque chose d'important aussi dans les outils de pilotage de la BCE. Dans ce qu'on a pu voir aussi sur les papiers de recherche, 1000 milliards de baisse du bilan, c'est plus 35 BP sur les taux longs. Oui. Voilà. Donc, quelque part, cette annonce-là, et on pense qu'il y aura au moins 1000 milliards de baisse à venir, voilà, c'est pas à prendre à la légère et c'est probablement tout ce qu'il y aura de la BCE à court terme jusqu'à la fin de l'année, sauf choc exogène, guerre commerciale, etc. Un mot des prix du pétrole, Maxime. Alors évidemment, en lien avec le 5e jour de guerre entre Israël et Iran, il y a eu une première réaction de marché tout à fait légitime avec une hausse assez brutale des prix du pétrole, mais qui s'est assez vite apaisée. Bon, il y a un peu d'hésitation aujourd'hui, ça repart un petit peu de l'avant. Est-ce que les conditions sont réunies pour un choc pétrolier? Enfin, ou qu'est-ce qu'il faudrait en termes de conditions pour qu'un choc pétrolier réel, durable, se matérialise? Alors, il y a deux gros risques qui ne sont pas les plus probables, fort heureusement. Le premier, c'est que l'Iran s'attaque aux intérêts militaires américains, britanniques ou français, comme elle l'a dit. Justification, américains, britanniques ou français, vous nous empêchez d'envoyer, vous protégez Israël de nos missiles. L'Iran l'a évoqué. Donc ça, pour moi, c'est le plus gros risque. C'est pas le plus probable. Donc avec une implication de toutes ces parties occidentales forcées à un intérêt militaire occidental visé par l'Iran. Ça, c'est pour moi le plus gros risque. Le deuxième risque, moins probable, mais qu'on regarde quand même de près, c'est dans l'hypothèse où une infrastructure énergétique hors iranienne, enfin hors de l'Iran, serait touchée. Je parle bien sûr du détroit d'Ormuz. Donc un missile qui vient de je ne sais où, d'un proxy de l'Iran,
voilà, on peut très bien imaginer que dans le détroit d'Ormuz, qui je vous rappelle est le flux de 20% de la passage production du pétrole mondial. et de gaz, je crois que c'est 25%, 20% effectivement, et notamment les clients asiatiques. Et pourquoi je crois que c'est moins probable, puisque l'Iran n'a pas intérêt à le faire, puisque ses principaux clients C'est la Chine. asiatiques, c'est la Chine. L'Iran La Chine n'a pas envie de se retrouver privée du pétrole iranien. Exactement. Et je ne pense pas que les Chinois seraient très contents de, de se voir privés. Donc voilà. Donc ça, c'est les deux gros risques. Ok. Un plus probable, un peu moins probable. Après, ceci étant dit, il faut quand même rappeler, ça c'est le point positif aussi, que le marché pétrolier reste sur des bons fondamentaux, disons. C'est-à-dire 30 secondes, Maxime. Ben, je me dépêche. Donc il y a une offre, il y a une offre abondante de pétrole qui a été entamée depuis plusieurs mois par l'OPEP+, donc l'OPEP et les autres pays, pour accroître la production. Donc l'Arabie Saoudite, grosso modo, veut reprendre des parts de marché, pour le faire simple. Et donc les fondamentaux restent là. Et en plus, côté demande, on l'a évoqué beaucoup sur ce plateau, il y a quand même un petit affaiblissement de l'économie mondiale, et notamment américaine, rien de dramatique pour l'instant, mais ça joue quand même sur des prix du pétrole qui fondamentalement devraient rester plutôt orientés, on va dire. Des forces de rappel, quoi. Voilà, des forces de rappel exactement, plutôt vers le bas. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir et d'avoir éclairé l'actualité du moment. Céline Picmal-Prade, Picmal Houghton Investments, Hervé Amourda, Pro BTP Finance et membre également de BSI Economics, et Maxime Darmet, économiste chez Allianz Trade.